Bonjour, bienvenue à la Joute. Ce à quoi les Canadiens s'attendent, c'est aussi d'avoir des résultats clairs et tangibles en termes d'amélioration de notre système de santé. Justin Trudeau met les deux pieds dans les champs de compétences des provinces, donc par conséquent du Québec. À la recherche sans doute d'un fil conducteur pour mener sa campagne, le chef libéral veut rehausser le financement en santé, mais en imposant ses conditions à François Legault et à ses collègues des provinces. Est-ce qu'on se prépare une autre belle collision frontale Québec-Ottawa? Que la Joute commence. Avec nous pour amorcer la semaine à la Joute, vous reconnaissez Véronique, Mathieu et Marc-André. Bonjour à vous trois. Bonjour Paul. Bonjour. Alors donc, ça commence bien la semaine avec ce qui se passe du côté des promesses fédérales. Véronique, étonnée que Justin Trudeau, pour la deuxième fois en quelques jours, empiète sur les champs de compétences des provinces, donc du Québec. Étonnée et pas. Je vous dirais que pour avoir été une élue à l'Assemblée nationale, on n'aime jamais ça, que le fédéral empiète dans les champs de compétences du provincial. Ça, c'est clair. Mais pour monsieur, madame, tout le monde en campagne électorale, je suis pas certaine que pour eux, le respect des champs de compétences est si important. J'ai l'impression qu'il faut que ça résonne puis que ça leur parle. Alors, peut-être qu'en faisant un engagement comme ceux qui l'ont fait, peut-être que ça résonne davantage auprès de l'électeur, ça reste à suivre, mais c'est sûr qu'auprès des élus de l'Assemblée nationale et surtout auprès du gouvernement, ils doivent pas tellement aimer ça. Mathieu, il y a comme une collision qui se prépare. Oui. Ben, c'est que l'État fédéral, c'est pas nouveau, hein, c'est pas spécifique à M. Trudeau, se construit en empiétant systématiquement sur ce qu'on appelle les compétences provinciales. L'État fédéral, pour se légitimer, ne cesse d'étendre, que ce soit les garderies, le système de santé, les CHSLD. Donc, en tant que tel, l'État fédéral considère qu'il doit tout réglementer. Bon, est-ce que monsieur, madame, tout le monde s'en inquiète? On n'est plus à l'heure des grandes joutes constitutionnelles, ce qui ne change rien au fait qu'Ottawa, dans les faits, en ce moment, non seulement se magasine une crise future avec les provinces, mais surtout ne se mêle pas de ses oignons. Comme si ce gouvernement, finalement, ne croyait être utile qu'en se mêlant de ce qui ne le regarde pas. De ce point de vue, je ne sais pas s'il y aura crise, mais il y a certainement abus de pouvoir. Marc-André. Bien, c'est clair que M. Trudeau cherche ça. Et comme Véronique disait, il veut... Dans le fond, M. Trudeau fait le pari. Il fait le pari que les gens à la maison, ils veulent de l'argent, ils veulent des investissements en santé et que les gens veulent entendre les politiciens lors de cette campagne-là parler de la santé parce qu'on a vu ce qu'il y avait dans les CHSLD. C'est sûr qu'il va y avoir une collision. Également, je suis d'accord avec Mathieu, il va y avoir une collision. M. Legault va riposter, c'est certain, dans les prochains jours. On attend sa liste d'épicerie qui avait été un facteur important lors de la campagne en 2019. Et M. Trudeau regarde ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, le nouveau premier ministre progressiste conservateur, M. Houston, a parlé beaucoup de santé, a mis beaucoup d'argent sur la table. Fait que c'est le pari que M. Trudeau fait présentement en pensant que l'électeur moyen, par exemple, au Québec, dans les comtés ciblés, ben, va être content de voir des investissements pour nos personnes âgées, exemple, en santé. Oui, puis si je peux me permettre, c'est que souvent, c'est en campagne électorale où ils vont essayer que ça résonne un peu plus. Donc, on donne de l'argent, mais pour quelque chose de concret. Plutôt que de dire, on va transférer au provincial tant de milliards, puis c'est rattaché à rien, ça fait pas rêver personne. Par contre, une fois élu, lorsque c'est à mettre en place, ben là, il y a des discussions avec le gouvernement provincial, puis généralement, on respecte quand même davantage les champs de compétences. Je sens Mathieu trépigner outre-Atlantique. Non, mais c'est que c'est objectivement faux. C'est-à-dire que depuis les années 50, l'État fédéral n'a cessé, c'est un peu l'histoire, ça aide des fois, depuis les années 50, l'État fédéral n'a cessé d'étendre les domaines qui ne relèvent pas de lui, donc de trahir sa propre constitution. Le propre de l'histoire du Canada, c'est un État qui trahit sa constitution pour se défédéraliser, pour ne pas respecter les champs de compétences des provinces. Donc, dans cette logique-là, peut-être qu'au reste du Canada, dans le Canada anglais, c'est pas grave, parce que pour eux, leur vrai gouvernement, il est à Ottawa. Mais pour les Québécois, leur vrai gouvernement, il est à Québec. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit un État qui empiète, un État qui trahit sa propre constitution et qui, en plus, présente ça comme de la vertu. C'est rire des gens et c'est présenté comme un propos sérieux, ce qui est une mauvaise blague. Donc, qu'Ottawa se mêle de ses oignons, la défense, les douanes, les taxes, les timbres, puis pour le reste, qu'ils laissent les provinces s'organiser comme elles l'entendent, généralement, elles font mieux qu'Ottawa knows best.
Mais la grande hypocrisie de M. Trudeau, c'est qu'il il a été questionné hier du côté là, de l'Atlantique, c'est qu'il promet des milliards dans les soins en santé. Là, aujourd'hui, pour les aînés, là, aujourd'hui, il dit qu'il va engager des docteurs, des infirmières, donc ce qui n'est vraiment pas dans son champ de compétences. Mais lorsqu'on lui pose la question, les médias lui posent la question, savoir le transfert en santé, c'est quel pourcentage? Est-ce qu'il va dire 6 comme M. O'Toole, les conservateurs? Bien, ça, il ne répond pas. Puis il lance là, la pierre et le singe par en avant en disant, ben, tiens, on verra puis on discutera. Mais c'est là qu'il arrête de nous dire où ce qu'il va dépenser, puis ils nous disent vraiment le cœur, c'est ça la demande des provinces, c'est quoi le pourcentage d'augmentation qu'il va faire dans les prochaines années? Tiens, pourquoi pas. Voyons ce qu'avait à dire M. Trudeau là-dessus et les réactions que ça a suscité. On va être là pour investir, pour envoyer des milliards de dollars aux provinces pour améliorer le système de santé. Mais ce à quoi les Canadiens s'attendent, c'est aussi d'avoir des résultats clairs et tangibles en termes d'amélioration de notre système de santé. Lorsque les libéraux sont dans le trouble au Canada, ils jouent la carte anti-Québec. Ils vont contre ce que le Québec veut, contre ce que le Québec demande, donc contre ce que le Québec souhaite, en se disant, ça nous aidera peut-être pas au Québec, mais on a vraiment besoin de se reconstruire quelque chose au Canada. Puis malheureusement, c'est profondément déplorable, mais la bonne, vieille, meilleure tactique pour faire des gains au Canada, c'est d'être anti-Québec. Je vais augmenter les transferts dans une manière stable, prévisible et sans condition. C'est une approche de partenariat, pas de paternalisme de M. Trudeau. Justin Trudeau donne des belles paroles par rapport aux soins de santé, mais qu'est-ce qu'il a fait dans les 600? Est-ce qu'il a augmenté les transferts en santé? Non. Il a effectivement continué les mêmes coupures de Harper. Remarquez, M. Singh, lui aussi, a plusieurs mesures en santé qui empiètent sur les juridictions du Québec et des provinces. Véronique, regardons la situation. Jusqu'à maintenant, François Legault est plutôt discret. Son gouvernement est plutôt discret sur la campagne. On sait le rôle qu'ont joué les sauts d'humeur de M. Legault en 2019, probablement à l'origine de la résurrection du Bloc québécois. Question, à quoi joue Justin Trudeau? Il se cherche un thème de campagne, il a besoin d'une chicane. Pourquoi, aujourd'hui, en cette deuxième semaine de campagne, pourquoi arrive-t-il avec ces normes fédérales? Parce que tout simplement, je suis convaincue que les électeurs au Québec lui ont beaucoup parlé de santé. Parce que pour beaucoup de gens, on ne fait pas nécessairement la différence entre les champs de compétences de la province et du fédéral. Donc, de façon générale, on regarde ça et on dit aidez-nous, là, il faut que vous soyez là au niveau des CHSLD, des hôpitaux, on a besoin de plus de ressources. Alors, c'est à ça qu'il répond en s'engageant à dire on va redonner plus de ressources pour ça. Mais je comprends que du côté du gouvernement provincial, on dit donnez-nous l'argent, puis on va savoir quoi faire avec. Je le comprends aussi. Mais il joue un petit peu sur deux tableaux, là, dans ce sens-là. Voyons, il y a eu des premières réactions préliminaires, appelons ça comme ça. On va voir ça de Québec aujourd'hui. On va être en mesure de lire l'extrait. Mais Mathieu, on a l'impression qu'il y a comme un volcan qui est en train de se réveiller du côté de Québec. Donc, à Québec aujourd'hui, c'était mesuré. Là, hein? La santé est un champ de compétences qui relève uniquement, exclusivement du Québec. Bon, le gouvernement fédéral doit augmenter ses transferts en santé. Le Québec pourra ensuite décider où l'argent sera investi. Mais, Mathieu, oui, l'intérêt de Justin Trudeau de provoquer François Legault, là, parce qu'il y a un coup de tonnerre qui se prépare. On le sent. C'est dans l'air. Mais je ne suis même pas certain que ce soit une provocation consciente. C'est-à-dire que pour Justin Trudeau, le gouvernement fédéral doit s'occuper du bien commun des Canadiens. Le gouvernement normal, le gouvernement central, le gouvernement qui s'occupe du bien des Canadiens, c'est le gouvernement fédéral. Et les provinces sont comme des méga-municipalités qui doivent administrer des choix faits à la grandeur du Canada. Dans les faits, donc lui, il ne réfléchit plus en termes québécois. L'a-t-il déjà fait d'ailleurs, M. Trudeau? Il réfléchit en termes pan-canadiens. Et là, on a un conflit de vision entre, d'un côté, le Québec, qui n'est pas... Véronique me permettra de la contredire, ce n'est pas le gouvernement provincial, c'est le gouvernement national des Québécois. Et de l'autre côté, il y a Ottawa qui est le gouvernement national du Canada anglais. Bon. Eh bien là, on a un conflit de vision. On a un conflit de juridiction. Et le problème, c'est qu'en ce moment, le gouvernement du Québec de François Legault, gouvernement nationaliste, est plus fidèle aux principes fédéraux du Canada que le gouvernement fédéral lui-même. Alors là, je pense pas que le Canada va éclater sur une question de crise de santé. Ça éclatera pas non plus seulement sur la laïcité, ça éclatera pas non plus sur la langue. Mais tout ça mis ensemble, ça crée les conditions
d'un retour à cette partie toujours en fou du Canada, c'est-à-dire le conflit Canada-Québec. La présente campagne construit le conflit Canada-Québec et Justin Trudeau en est le principal responsable. Il faut dire que, Marc-André, que le gouvernement Legault a commencé à préparer le terrain. Tu as vu ce que Alain Laforêt nous apprenait hier, là, le Québec qui fait ses projections, qui établit clairement la sorte d'impasse budgétaire. On le voit, l'explosion des coûts en santé versus la part du fédéral là-dedans. Et ce que ça coûte, donc, pour les contribuables québécois et de toutes les autres provinces, incidemment, mais de plus en plus avec le vieillissement de la population. Tu t'attends à quoi de François Legault, toi, Marc-André? Bien, je m'attends à une réaction bientôt. Je pense que cette semaine, là, ça va. C'est sûr que M. Legault va ressortir là, sur la pandémie. Il disait, ça va être une réaction. Je pense qu'il va être en conjointe avec sa lettre, qui va être sa liste de demandes d'épicerie que tous les partis fédéraux attendent présentement. Combien il y aura d'items? Il y en avait une douzaine. Ce qu'on entend, ce qu'on me dit, c'est qu'il allait en avoir un petit peu moins. Puis c'est sûr, les transferts en santé vont être là. Et c'est là le point. C'est parce qu'on a beau parler des infirmières, des médecins aujourd'hui, de l'accès, après ça, en CHSLD. Est-ce que quelqu'un pense vraiment que M. Trudeau est mieux placé que M. Legault pour gérer les CHSLD, même si on sait ce qui s'est passé lors de la première vague? Je pense pas. Je pense que c'est là-dessus. Puis il faut aborder vraiment le cœur du sujet, qui sont les transferts à santé, qui sont le tableau qu'on vient de présenter, qui est la sortie là, qu'Alain Laforêt a recueilli hier du ministre Dubé. C'est vraiment c'est là-dessus qu'il faut en entendre, c'est là-dessus qu'il faut s'entendre. Et M. Trudeau va devoir arrêter de tourner du pot, à donner des milliards à gauche et à droite en santé, puis vraiment qu'on s'attaque au cœur du problème, sinon on ne va jamais y arriver. Parce que Véronique, pour expliquer le cœur du problème, c'est que le gouvernement fédéral payait 50 des frais de santé. Il y a plusieurs années. Et au fil des années. Ouais. Et avec la loi canadienne sur la santé, qui comprend 5 critères objectifs que les provinces... Mais là, tu sais, il y avait une sorte d'entente moitié-moitié. Mais là, le fédéral, ça descend. On est rendu à 20 quelques % à peine. La vérité, Véronique, c'est qu'il n'y a pas un gouvernement à Québec. Tu as fait partie d'un gouvernement à l'époque. Il n'y a pas un gouvernement à Québec, peu importe sa couleur, qui pourrait accepter ce que Justin Trudeau veut rentrer dans la gorge des provinces. Bien, c'est clair. Je veux dire, tu veux avoir l'argent d'Ottawa, mais tu veux la gérer toi-même quand ça fait partie de tes champs de compétences. Et c'est pas la première fois, là. Je veux dire, même avant les conservateurs, c'était une demande des précédents gouvernements au Québec également, tout le temps, d'aller rechercher ce qu'on a perdu au niveau de la santé, parce que ça coûte très, très cher, puis de plus en plus, il faut investir en santé. La population est vieillissante, et au Québec, on a une des populations les plus vieillissantes au monde. Alors oui, on a besoin de ressources en santé, et c'est comme ça dans toutes les provinces canadiennes aussi. Alors, mais électoralement parlant, pour un gouvernement fédéral, c'est pas vendeur dire on va vous donner tant de milliards de dollars. Je veux dire, ça résonne pas dans la tête de quelqu'un qui va voter que tu veux quelque chose de concret. Bon, alors, ce qui est quand même encourageant, c'est que la plupart des gens, avec la pandémie, bien sûr, aidant, je pense qu'ils réalisent qu'il faut investir davantage, transférer probablement davantage d'argent au provincial. Ça, on le sent. Il faudra suivre au cours des prochaines années. Parce que, je veux dire, même l'engagement de Justin Trudeau, si en bout de ligne, après entente avec les provinciales, les provinces, ils transfèrent l'argent sans condition, ce sera tant mieux. Oui, non, mais c'est pas comme ça que ça joue. C'est que d'une campagne à l'autre, Ottawa légitime sa présence dans les champs de compétences qui ne sont pas les siens. On peut faire semblant que ce sont des questions qui n'intéressent que les constitutionnalistes, mais dans les faits, ça touche... Véronique est une ardente fédéraliste, devrait se passionner pour la constitution du pays auquel elle tient. Or, en ce moment, l'État fédéral, le gouvernement fédéral, puis ça remonte à loin. Et Paul Lezère, en plus, l'entente sur la santé, au début, c'était 50-50. Ce pays ne cesse de trahir sa propre constitution et ses propres promesses. Alors, bon, pour moi, la réponse est claire. Il n'y a pas de souci, c'est connu. Mais pour d'autres, je pense que ceux qui tiennent à ce pays, à ce Canada, devraient être les gardiens de l'autonomie provinciale et cesser de considérer qu'une bonne campagne électorale, ça se fait en piétinant les provinces. J'ajoute une chose. Je ne sais pas si M. Trudeau se magasine une crise en ce moment, mais ce qui est certain, c'est qu'avec les dépenses exagérées, insensées, folles liées à la pandémie, eh bien, la crise, ça va être celle des finances publiques, bien au-delà de la question de la santé. La crise de la dette fédérale, la crise des finances publiques qui va sortir de la pandémie, ça, si on veut un conflit Canada-Québec, on l'a aussi là-dessus. Donc, pour moi, il y a quelque chose, une forme d'irresponsabilité grave de la part de l'État fédéral là-dedans, puis en plus, c'est de la mauvaise gestion. Oui, mais par contre, je vous dirais que les provinces étaient très contentes là, que le fédéral investisse énormément pendant la pandémie. Qu'on pense que ce soit trop ou pas, là, c'est un autre débat. Mais je veux dire, en bout de ligne, ça a profité puis ça a aidé les provinces aussi, là.
Voilà, la question est lancée. Oh, quand même, Paris ne répond pas. Alors, on va poursuivre la discussion. Non, mais Paris a répondu préalablement. Paris a répondu préalablement. J'aurais pas dû dire ça. Je savais. Mea culpa. L'autre sujet sur lequel je veux vous entendre, on n'aurait pas dit ça d'elle, mais Chrystia Freeland, la vice-première ministre, s'est fait sermonner, taper sur les doigts par Twitter. Elle a mis en ligne une vidéo tronquée, des propos du chef conservateur Eric O'Toole. Regardons ça ensemble. Would you be prepared to allow provinces to experiment with real healthcare reform, including the provision of private, for-profit, and non-profit healthcare options inside of universal coverage? Yes. Now I'll elaborate a little bit more. We can't have just one old model that is increasingly becoming inefficient, and we have to find public-private synergies, and that capital will come in to drive efficiencies. I've run on this for several years now. Bon, on écoute ça et tu as l'impression que, ouf, M. O'Toole vient de se déclarer en faveur du privé dans la santé. On s'en rend compte, donc, un système de santé à deux vitesses où ceux qui ont de l'argent pourraient se payer des soins de meilleure qualité que ceux qui n'en ont pas, donc à l'encontre de l'esprit et de la philosophie du système canadien de santé. Attention, quand je disais une vidéo qui a été truquée un peu, c'est que Mme Freeland a oublié ce passage très important dans les propos de M. O'Toole. Écoutons ça. If we want to see that innovation, we have to find public-private synergies and make sure that universal access remains paramount. Alors, dans la version mise en ligne, cette nuance-là qui dit que tout le monde aurait quand même accès à des soins de santé, paramount là, en anglais. Marc-André, est-ce que tu t'attendais à ça de Mme Freeland? Non, vraiment pas. Puis je suis sûr que Mme Freeland, ce matin, n'est pas contente parce que, tu sais, c'était tout un ensemble. Hier, il y avait deux vidéos français, anglais, avec les sous-titres de M. O'Toole. Puis elle a été réprimandée par Twitter. On se créerait dans une campagne américaine où c'est Twitter, hier, qui a mis un petit bandeau en dessous du vidéo disant « médias manipulés ». Et là, ça fait référence avec leur politique. Vraiment, ils ont enlevé des extraits. Les vidéos que Mme Freeland a mis de M. O'Toole, ils ont enlevé tous les extraits où M. O'Toole parle du système de santé publique, comment c'est important de le conserver, comme dans l'extrait qu'on vient de voir. Moi, je suis sûr que Mme Freeland n'est pas contente, là. Tu sais, le War Room libéral, ils ont poussé ça. Ils ont essayé une nouvelle attaque avec M. O'Toole. Ils ont essayé les enjeux sociaux. Ils ont essayé la vaccination obligatoire chez les fonctionnaires. Là, ça ne marche pas. La première semaine de campagne, ils ne sont pas contents. Et ils perdent des points dans les sondages, dans les différents sondages qu'on a vus en fin de semaine. Et là, Mme Freeland a mis ça. Et là, elle se fait taper les doigts par Twitter. C'est du Donald Trump un peu, là. De Mme Freeland, qui est très respectée, qui est la ministre des Finances, vice-première ministre, qui est une star, une étoile dans ce parti-là. Vraiment, là, c'est pas terrible comme coup. Puis ça décolle mal, là, leur deuxième semaine de campagne. Véronique? J'avoue que c'est une politicienne que je respecte beaucoup et la connaissant, il ne devait pas être de bonne humeur. Ceci dit, je trouve très bien de voir que Twitter relève ces erreurs-là. Tu sais, je trouve que tu peux moins manipuler. Je sais que c'était pas son but dans son cas, mais ça a quand même été fait par une personne. Ça, c'est clair. C'était pas manipulé, c'était quoi, ça paraît Véronique? très mal pour elle Véronique, aussi. Véronique, c'est pas manipulé, ça. T'enlèves tous les extraits. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas prête à dire que c'est elle qui l'a fait. Mais non, c'est pas elle qui l'a fait. C'est pas elle qui est allée sur le logiciel. Il y a quelqu'un qui a poussé ça. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. Puis je trouve ça bien que Twitter ait ramené à l'ordre. Et que ça se fasse par le Bloc, par n'importe quel autre parti. Je trouve ça bien qu'on ramène les bonnes choses puis que ce soit le droit message. Mais ça veut dire une chose. Il faut marcher, excusez-moi l'expression, mais les fesses serrées puis être très prudent. Tu mets pas n'importe quoi sur les médias sociaux. Mathieu, donc, Mme Freeland partage quelque chose avec Donald Trump, là, aujourd'hui. Ben voilà, j'allais dire, là, on est victime en ce moment de nos préjugés parce qu'on croit que seul Trump et les méchants conservateurs sont capables de faire des fake news. Mais non, les libéraux fédéraux ont fait la preuve depuis très longtemps qu'ils en étaient capables. D'ailleurs, tous les partis en sont capables, soit dit en passant. Donc, les Trumperies ne sont pas une exclusivité de Donald Trump, premièrement. Donc, c'est de la propagande. Tous les partis font de la propagande. Et là, c'était de la mauvaise propagande parce qu'elle était, en plus, la propagande, normalement, c'est jouer avec les faits. Là, c'était mensonger.
Deuxièmement, ça, je suis en désaccord, encore une fois, on me pardonnerait avec Véronique, je pense pas que c'est pas le rôle de Twitter de corriger les campagnes électorales, non plus de Facebook, non plus de TikTok. Moi, je n'accorde pas le pouvoir à ces réseaux sociaux de nous dire, de faire le tri du vrai, du faux, l'autoriser de l'interdit. On voit qu'ils ont déjà la tentation de censurer trop souvent. Ils ont la tentation de dire ce qui peut être dit ou ce qui ne peut pas être dit. C'est-à-dire que les journaux, que les partis, que les mouvements de la société civile, que les individus, que les éditorialistes critiquent les publicités mensongères très bien, que Twitter, Facebook et compagnie se contentent de relayer l'information, ce n'est pas à eux à être les censeurs ou les organisateurs de la parole publique. Non, je suis d'accord avec toi sur le contrôle de Twitter et Facebook, mais c'est quand même savoureux, après tout ce que les libéraux ont fait sur C10, puis la désinformation, puis de contrôler Internet, que là, c'est eux qui sont victimes, justement, de ça, puis de voir cet avertissement-là disant que c'était un média manipulé. Donc, c'est un peu l'arroseur arrosé dans leur cas, et c'est une autre attaque pour eux qui tombe à plat, là, après les premiers jours de campagne. Moi, je trouve ça quand même rassurant de voir qu'il y a une certaine surveillance quand, en plus, tu es capable de le démontrer. Et ça, c'est un avertissement pour tous les partis d'être encore plus vigilants. Bon, parlons aussi, parce que, bon, c'est le match libéraux-conservateurs, c'est une chose, mais attention, il y a deux autres partis qui disputent une campagne électorale assez serrée aussi. Parlons du Bloc québécois d'abord. Vous avez vu hier le Bloc québécois qui a adopté son programme, sa plateforme électorale. Mathieu, je regarde, j'ai lu, j'ai relu, j'ai re-relu. Mathieu... Où est le mot souveraineté dans la plateforme du Bloc québécois? Mais il est terriblement absent. Et ça, je pense que c'est une erreur de la part du Bloc. C'est-à-dire que personne ne s'attend à ce que le Bloc mène une campagne ardente pour l'indépendance en ce moment. Mais il n'est jamais bien vu, ni utile, ni intelligent de renier sa raison d'être. Donc, qu'on dise que les circonstances en ce moment ne permettent pas d'avancer une possibilité référendaire, évidemment. Qu'on dise que l'agenda en ce moment, c'est pas ça, très bien. Que l'agenda, c'est l'identité, l'environnement, qu'en sais-je, très bien. Qu'on nous dise, qu'on fasse disparaître la chose, comme si soudainement il y avait une forme de reniement, je pense que c'est une erreur inutile en plus, parce que personne ne va s'imaginer que le Bloc n'est plus souverainiste aujourd'hui. Donc, ils déplaisent à leurs militants, ils envoient un mauvais signal à leur base, et au même moment, ils ne gagnent pas en crédibilité auprès de personne. Est-ce que le Bloc... mais en même temps, là, c'est cacher cette option que je ne saurais voir quand ce n'est pas dans l'air du temps et à la mode. Mais voilà. Est-ce que c'est pas de l'opportunisme, ça, carrément? Mais c'est du mauvais opportunisme, c'est ça le pire. Parce que l'opportunisme, c'est avoir le sens des opportunités. Or là, dans les faits, il crée une mauvaise controverse qui ne va pas les servir. En plus, il y a une autre chose. Le Bloc là-dedans nous dit finalement, on s'aligne sur la CAQ. On est le bras fédéral de la CAQ. Or, c'est la CAQ qui décide qui est son bras fédéral, c'est pas le Bloc québécois. Et dans les circonstances, le Bloc se mettant à la remorque de la CAQ renonce à son autonomie, renonce à son propre programme. Il y avait une alliance à la dernière élection fédérale entre le Bloc et la CAQ. Mais si le Bloc devient simplement le relais, s'étouffe et va jusqu'à renier sa raison d'être, le Bloc fait une erreur, ça va se retourner contre lui. Encore une fois, personne ne s'attendait à ce que ce soit une campagne à la Jacques Parizeau, nul besoin d'en faire une campagne à la Pierre-Marc Johnson. Bang. Véronique. Je suis quand même d'accord en grande partie avec mon collègue. La foi. Une fois n'est pas coutume. Ça m'a quand même fait sourire parce que c'est la raison d'être du Bloc et on l'éclipse complètement. Alors, mais honnêtement, moi j'en viens. Pourquoi dévoiler une plateforme électorale dans le cas du Bloc québécois alors que de toute façon, ils n'ont aucune chance d'être au gouvernement et de pouvoir appliquer le programme électoral. Alors, c'est d'une inutilité totale. Bon, alors donc, Marc-André, écoute, est-ce qu'on pourrait dire le Bloc cherche sa voix, V-O-I-E, ou cherche sa voix, V-O-I-X? Parce que j'aimerais revenir hier à la rencontre de lancement de ce programme. C'est un moment cocasse en politique, ça n'arrive pas souvent. Revoyons ça ensemble. Je vous dis, ça vaut le coup. Il y aura peu... Oh, ça lâche. Non, tout va bien. Il y aura peu... Je ne me connaissais pas assez haute. Il y aura peu... Oh, ça lâche. Non, tout va bien. On espère pour lui qu'il va retrouver la voix d'ici le 20 septembre, mais non, tu as raison. Marc-André, je me disais, je pense que c'est la première fois qu'on le voit rire comme ça.
Oui, non, On le c'est voirait, ça, oui, point. effectivement, d'habituellement, il est très, très structuré. C'est un bon communicateur, M. Blanchette, ça, on ne peut pas y enlever. Mais c'est certain, le Bloc québécois est toujours en train de se justifier. Je suis d'accord avec Mathieu, c'est une erreur de ne pas l'avoir dit. C'est comme M. Trudeau qui fait son déclenchement sans nous parler de majorité. T'sais, on sait pourquoi on est en élection, tu veux ta majorité. Fait que dis-nous-les. On n'est pas cave, on n'est pas cave à temps plein. Tu le mets, tu mets un paragraphe ou deux sur le Québec, l'avenir du Québec, la question nationale, c'est là. Mais le Bloc québécois est toujours en train de chercher sa voie. Hier, dans son discours à Saint-Hyacinthe, M. Blanchet, tous les bons coups du gouvernement, c'est grâce à lui. Tous les mauvais coups, c'est pas de sa faute. Moi, j'étais un peu surpris en fin de semaine quand il dit, plus il va y avoir de députés du Bloc à Ottawa, plus on a des chances que l'usine de Moderna, parce qu'on sait que Moderna va faire une usine au Canada, va être au Québec. Encore là, moi, je pense que M. Champagne, ministre libéral d'Industrie-Innovation, va pousser pour le Québec aussi. C'était ça qui est un peu tannant avec le Bloc. C'est tout le temps comme eux, c'est leur slogan, ils sont québécois. Puis les autres députés du Québec qui sont dans des partis fédéralistes, eux, c'est pas des vrais Québécois. Exact. Et ça, c'est un peu tannant d'entendre ça. Fait que Monsieur Blanchet, il faut qu'il fasse attention à ça. Mathieu, est-ce que toi, militant indépendantiste, es-tu frustré de voir que le Bloc est souverainiste entre les élections, mais pas pendant les élections? Moi, je pense que le rôle des indépendantistes, c'est de l'être avant, pendant et après les élections, pour citer Jacques Parizeau. Ensuite, je ne m'attendais pas à ce que le Bloc fasse une campagne à la trompette pour l'indépendance du Québec. C'est pas l'enjeu, il ne faut pas se conter l'histoire. Mais il y a une différence entre se renier et adapter son discours aux circonstances. Par ailleurs, cela dit, ce que le Bloc ne devrait pas oublier, c'est que partout dans le monde où il y a des nations minoritaires dans un ensemble plus vaste, l'Écosse en Grande-Bretagne, les Catalans, les Basques aussi, soit dit en passant, puis on pourrait prendre d'autres exemples. C'est normal que les petites nations veuillent leur propre représentation nationaliste dans les institutions centrales. C'est ça la norme. L'exception, ce serait une nation qui ne veut pas son propre parti nationaliste dans les institutions centrales. Donc la raison d'être du Bloc va de soi. Il y a une nation québécoise, il est normal qu'elle ait sa propre voie politique. Donc lorsqu'il se cherche des raisons autres que ce rappel à l'évidence que le nationaliste québécois a besoin d'un débouché politique à Ottawa. Puis là, ils disent qu'on va sauver la planète ou lutter mieux contre la pandémie ou alléluia. Puis au même moment, ils décident d'occulter leur raison d'être. Je pense que c'est un mauvais calcul. Ils ne font pas que de mauvaises choses, mais sur ce coup-là, je pense que le Bloc a raté cette partie qui n'est pas négligeable de sa campagne. Non, mais un mot rapide. Oui, le Bloc n'aide pas la souveraineté parce que le Bloc est tellement sur l'échiquier à gauche que des gens qui seraient plus à droite qui veulent la souveraineté ne vont pas voter pour le Bloc ou voient d'une mauvaise façon l'indépendance. M. Landry disait, l'indépendance du Québec n'est ni à gauche ni à droite, elle est devant. Et ça, c'est un principe que le Bloc n'applique pas et qui n'aide pas, je pense, cette cause-là pour des gens qui pensent que le Québec... Ne bougez pas, on poursuit Véronique, si tu permets. On poursuit la discussion. Garde ça pour dans un instant, Véronique. Okay, parce qu'on va aller retrouver le camarade Pierre Bruno qui, évidemment, est à la barre du 17h. Ah ouais, non, mais écoute, il y a de l'action, ça s'anime, Pierre, ça s'anime, cette campagne. Pas mal. On ira faire un tour du côté de Sorel aujourd'hui parce qu'il y a eu comparution de cet homme qui, hier, a tiré des coups de feu, une voiture qui circulait à contre-cœur. Et 4 personnes qui ont été blessées, dont un enfant qui jouait tout simplement dans la cour de ses parents. Alors, on aura les détails. Il s'appelle Yves-Martin Larocque. 7 accusations, dont une de tentative de meurtre portée contre lui. Et on parlera de ces 12 nouvelles hospitalisations à cause de la COVID cette fin de semaine au Québec. On voit que ça va en progressant. Vous savez, 8 ont moins de 50 ans, 11 ont moins de 60 ans. Il y en a un qui a moins de 9 ans. Alors, on aura tous les détails au cours du bulletin de 17h. À tout de suite, Pierre. On va voir dans un instant. Ne bougez pas. À la joute, deuxième partie. Dominique Anglade, vaccination obligatoire étendue. Qu'est-ce que vous en pensez? Et alors que le Nicodère mise sur la mode, Valérie Plante mise sur son sourire. Souffrez-vous de maux de tête ou de douleurs au cou et de tensions dans les épaules? Est-ce que le travail, le sommeil et vos autres activités s'en ressentent? Si c'est le cas, essayez le système Neck Pain Pro du Dr. O. Il s'agit d'un produit breveté pour soulager les douleurs au cou et aux épaules muni de 4 électrodes alimentés par l'appareil de soulagement de la douleur, un stimulateur pour les nerfs et les muscles. Il s'agit d'une technologie à ondes antidouleur automodulée qui émet plus de 300 stimulations différentes. C'est facile, vous n'avez qu'à le porter. Les électrodes stimulent les nerfs et les muscles qui causent la douleur. Vos muscles se détendent, la circulation sanguine s'améliore et les maux de tête du cou et des épaules s'atténuent peu à peu. Recommandé pour ceux qui souffrent de maux de tête, de muscles endoloris et de douleurs arthritiques suite à un accident au travail ou avec l'utilisation d'appareils électroniques. Le système est portable, vous pouvez l'apporter avec vous. Problème de sommeil? Programmez la minuterie et soulagez la douleur. J'apprécie ce produit de Dr. O parce qu'il atténue mes douleurs au dos et au haut du cou et ce, sans médicaments.
De plus, vous bénéficiez d'un soulagement pour tout le corps, des maux de dos, de malaise aux bras, aux jambes, aux genoux et aussi des douleurs liées à l'arthrite. Si vous ressentez des douleurs, appelez maintenant et économisez en commandant le Neck Pain Pro du Dr. O muni du système de thérapie de la douleur au prix spécial TV. Vous recevrez aussi en prime un pratique étui de voyage. Appelez maintenant et nous améliorerons l'offre en incluant 2 coussinets de corps, 2 autres grands formats, des semelles thérapeutiques et le tableau d'emplacement de coussinets facile à consulter. Une valeur combinée de 78 $. Vous aurez tout ce qu'il faut pour soulager la douleur de la tête aux pieds et c'est sans médicaments. Rappelez-vous, vous obtenez aussi une garantie de remboursement de 90 jours. Mais attendez, utilisez le code NOPAIN et obtenez le vaporisateur NOPAIN, ne payez que les frais séparés. J'ai conçu ce produit pour mes patients et pour tous ceux qui veulent un traitement efficace à domicile. Je veux que ce produit vous aide à vivre avec moins de douleur. Cette offre télé exclusive n'est pas disponible en magasin, mais vous devez appeler maintenant. Ça va être... Calme-toi! Mais tu devais être gossante. J'adore quand ils disent des petites vérités comme ça. Je veux être choqué. Aie un peu confiance en moi, s'il te plaît. Je l'ai pas lâché, mon rêve. À l'avenir. Bonsoir et bienvenue au Tricheur! Il anime le Tricheur depuis 10 ans. Une diction impeccable. Non, mais quand juste d'abord. Tiens, la manges-tu souvent des Young Hungry? Un calme absolu. Je suis tellement content d'être là, mais s'il vous plaît. Je veux m'en aller, je veux m'en aller. Un appétit insatiable. OK, ça commence à piquer, là. Un musicien prodige. Un animateur incontournable. Guy Jodoin, dans le Tricheur, dès le 6 septembre. We're building back better together. Quelle année on a eu, ça fait longtemps qu'on s'est vraiment vu. Je m'ennuie que tu prennes tout le temps ce que j'aime tant. Vole mes frites, vole mes frites. Vas-y, vole mes frites. Je prends une frite? Tout le monde est tanné de tout ce qui se passe avec la crise. Le moyen de s'en sortir à moyen et long terme, c'est la vaccination. Donc, c'est l'État qui doit donner l'exemple. C'est pour ça qu'on demande au premier ministre d'agir puis de dire que la vaccination sera obligatoire pour les employés de l'État. Il est clair que le gouvernement n'est pas assez proactif. On a une commission parlementaire qui aurait dû avoir lieu en mai, qui a lieu seulement cette semaine, là, alors que c'est la rentrée des classes. Vaccination obligatoire pour tous les employés de l'État québécois, public, parapublic. Véronique, d'accord ou pas? Ben moi, je suis d'accord avec la vaccination obligatoire, on est rendu là, mais la question, et là, personne n'y répond vraiment, c'est comment on le rend obligatoire? Qu'est-ce qu'on fait exactement avec ceux et celles qui vont refuser, même si c'est obligatoire? Ben, on parle de suspension sans solde, Véronique, c'est ce qu'on entend à Québec. Oui, mais je n'ai pas entendu ça nécessairement là, de Dominique Anglade en ce moment. Est-ce qu'on pourrait, au début du moins, dire, ben, pour pas perdre notre personnel enseignant qui veut pas se faire vacciner, pour pas perdre nos infirmières, notre personnel infirmier qui n'est pas vacciné. Est-ce qu'on pourrait temporairement permettre à chaque jour qu'on fasse les tests rapides, mais que si on voit qu'on n'atteint pas quand même en bout de ligne notre 95 %, là, on y va de façon plus sévère. Marc-André, étonnant venant de la chef du Parti libéral, qui est le parti de la Charte des droits et libertés de la personne. Oui, c'est une grosse sortie de Mme Anglade. Pour plusieurs gens, je pense, à la maison, depuis qu'elle est chef, c'est peut-être la première fois qu'on voit une sortie aussi forte sur un enjeu
touchant la pandémie, mais c'est ça, c'est quoi la suite des choses? Et c'est ça que tous les politiciens sont pris avec. Oui, la vaccination obligatoire dans certains corps de métier, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui veulent pas? La pénurie de la main-d'œuvre qui embarque là-dedans. Et c'est tout le temps ça. C'est quoi la suite logique? C'est quoi la suite des choses? Et ça, on le sait pas. Quand M. Arruda nous dit que ça prend 95 ben dis-nous comment tu vas y arriver, là, parce que moi, je le sais pas. Là. Tu sais, 95 ça n'arrivera pas comme par magie. Ça veut dire que tu es pour la vaccination obligatoire de tout le monde? Mais ça, on le sait que ça se fera pas non plus. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça prend des objectifs, mais ça prend des objectifs qui sont réalistes. Puis après ça, moi, ça prend une démonstration scientifique. Une infirmière dans le milieu de la santé, qu'elle soit vaccinée, oui, ça a de l'allure. Un professeur également. Oui. Mais est-ce que la madame qui travaille ou le monsieur qui travaille chez Revenu Québec, qui n'est pas vraiment en contact avec des gens, est-ce que ça prend une bataille? Puis c'est quoi les taux de vaccination actuellement? Au fédéral, moi, on me dit que chez les fonctionnaires, ça va tourner autour de peut-être 2 de gens qui ne devront pas se faire vacciner. Est-ce qu'on met nos énergies à bonne place? Faites-nous des démonstrations logiques. Mais à part de nous dire que la 4e vague est là puis le variant est là, on n'a pas beaucoup de plan de match. Puis on attend encore ce qui va se passer avec la rentrée scolaire qui est dans les prochains jours. Là. Mathieu? Ben, alors, comme qui dirait, il faudrait peut-être réserver le vaccin obligatoire pour les personnes en situation d'autorité, c'est-à-dire en relation avec la population, donc les enseignants, donc le personnel soignant. Ça, pour moi, le personnel soignant, ça va de soi. Je suis même étonné qu'on ne considère pas que ça va de soi pour le personnel soignant dans les hôpitaux. Bon. Pour les enseignants, je pense que ça s'impose aussi. Ensuite, il y a une autre question qui vient avec ça. On nous disait, puis je comprends que ça s'ajuste en fonction de l'évolution de la pandémie, 75 de taux de vaccination, très bien, on a atteint nos objectifs. Maintenant, 95 je redoute, mais peut-être parce que je suis trop pessimiste, que quand on va nous dire 95 on va nous dire que le 5 qui reste est responsable du fait qu'on maintient les mesures sanitaires pendant X, Y, Z, pendant une période de temps. Donc, il va falloir, pour moi, il y a une évidence qui s'impose à travers tout ça, c'est que la vaccination massive est essentielle, très bien. Elle doit s'imposer à certains corps de manière obligatoire à certains corps de métier, très bien. Mais on ne reviendra pas à la société d'où le virus était complètement absent. On ne reviendra pas. Manifestement, le virus est là pour un certain temps. Ouais. Donc, la question, c'est, sachant qu'on aura vacciné 95 de la population si on n'est pas trop malchanceux, eh bien, à quel moment on décide de suspendre les mesures? Ou est-ce qu'on vit toujours dans l'urgence et la crainte d'une 4e, 5e, 12e, 36e vague? Je pense que cette question-là, elle est aussi centrale en ce moment que celle de la vaccination obligatoire. Mais un peu comme aux échecs, c'est dans le 2e, 3e, 4e coup qui va suivre. Mais la première opération et la première décision à prendre, Mme Anglade, Véronique, va jusqu'à exiger, éventuellement, c'est son idée, sa proposition, exiger que les étudiants de cégep et université soient vaccinés obligatoirement. Également, ça va loin, là. Oui, mais en même temps, si on veut protéger tout le monde, je pense que si on veut que ce soit ça pour les enseignants, les travailleurs dans nos CPE, dans nos garderies, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin aussi. Puis c'est pour le bien des jeunes aussi, là, pour qu'ils soient moins malades. Moi, je pense que c'est positif parce que, mais l'obligation, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui vont refuser? Jusqu'où on va aller? Est-ce que là, on va dire, on va vous enseigner à la maison à distance comme on le faisait avant les fêtes. Donc, vous pourrez pas être en présentiel, mais vous allez rester à distance. Moi, je pense que au niveau de l'enseignement, c'est quelque chose qui pourrait être possible. Mais moi, je supporte quand même l'idée, parce que si on veut en venir à 95 il va falloir probablement forcer un petit peu les choses. Est-ce qu'on va y aller avec un passeport vaccinal, même pour aller à l'école en présentiel? On n'a même pas de détails de ça. Je veux dire, le passeport... Là, présentement, on a bien des idées, mais on n'a pas de détails. Je veux dire, le passeport vaccinal, c'est le 1er septembre, on est le 23 août, on ne sait pas comment ça s'applique, on n'a pas encore l'application. Ça va être un méchant bordel, le 1er septembre. On n'est pas prêt. Là, ça sera peut-être demain qu'on va avoir les détails. On est en retard. Le gouvernement, c'est comme il a fermé il a mis tout à off au mois de juillet. Puis là, on revient, puis on n'a pas de plan. Avant l'émission, moi, j'ai reçu une note de ma plus vieille, je lisais la semaine passée, va faire son entrée à la maternelle. Donc, c'est une grosse année à la maison, donc dans le contexte de la pandémie. Puis là, c'est les indications qu'on a de l'école, c'est pour le moment. Je veux dire, le masque dans les transports, mais pas en classe pour le moment, parce qu'ils ne savent pas, parce que le point de presse, il est demain, mais la rentrée, c'est lundi. Je veux dire, on est en retard un petit peu. Mais en même temps, on comprend, là. C'est un peu comme voler à vue en aviation et on ne sait pas trop qu'est-ce qui nous attend. Bon, alors donc, 13 heures demain, il y aura le plan pour la rentrée, le plan revu et corrigé, là, parce que le ministre de l'Éducation a rendu public un plan il y a 2 semaines qui ne vaut plus rien maintenant. Donc, demain, 13 heures, tous les parents et les élèves
vous aurez le plan de match, le revu et corrigé dans le monde de l'éducation. Il faut dire, évidemment, ça presse. Les cégepiens sont rentrés en classe aujourd'hui dans la plupart des régions du Québec. Et là, évidemment, il y a les parents, il y a les étudiants, mais il y a également les enseignants qui tapent du pied en ce moment. Écoutons ce bout d'entrevue que Mario a réalisé avec une des présidentes de syndicat, Mme Scalabrini. Écoutez-la. On avait eu une conférence de presse qui nous disait qu'on aurait des balises claires pour la rentrée. Nous sommes encore en attente de ces balises claires-là. Et ce que le ministre nous dit, c'est qu'on attend la santé publique, et on peut comprendre, et le gouvernement. Si nous ne sommes pas capables de donner les balises pour toutes les régions, pour tous les contextes qui pourraient arriver dans les prochains mois, ce que l'on demande à la santé publique, donnez-nous au moins les balises qui vous guideront à faire vos choix. Quelles sont les balises qui nous amèneront à faire de l'enseignement à distance? Cet enseignement à distance-là, comment sera-t-elle gérée? On ne peut pas demander à des enseignants en classe de gérer leur classe et de gérer les enfants, enseigner aux enfants à la maison aussi. Beaucoup de questions, c'est clair. On verra les réponses demain. Mathieu, j'ai une question, je vais être très direct avec toi. J'écoutais Mme Scalabrini, mais bon, évidemment, c'est angoissant dans le monde de l'éducation. C'est la semaine prochaine, la rentrée primaire, secondaire. Mais en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui ne se pose pas ces mêmes questions-là? Qu'est-ce qui va arriver dans une semaine, dans 2 semaines? C'est notre lot à tous, là, en ce moment. Mais la réponse, c'est que le propre d'une pandémie, c'est de nous... Ça n'entre pas dans des schèmes absolument rationnels qu'on pourrait prévoir, chaque étape, ainsi de suite. Donc ça, il va falloir accepter l'idée qu'il y a une part d'imprévu là-dedans. C'est normal à certains égards que le plan d'il y a 4 semaines ne tienne plus si les circonstances ont véritablement évolué, pour le meilleur ou pour le pire. Donc il y a une part d'imprévisible. Ensuite, il y a la dimension, et ça on me le pardonnera, j'y reviens souvent parce que pour moi c'est important, la dimension psychologique dans tout ça. Si on accepte l'idée que pour un temps quand même, il faut contenir le virus, le domestiquer, l'encadrer, mais il circule quand même, puis il continue de faire ses petits ravages, mais plus des gros ravages comme l'an passé, à quel moment, voyant cela, on accepte de ne plus vivre toujours dans l'urgence, le sentiment anxiogène que tout peut toujours déraper tout le temps. Moi, je pense qu'il y a une dimension psychologique dans tout ça. On vit encore, à certains égards, comme si on craignait encore la crise des CHSLD il y a un peu plus d'1 an. Il va falloir accepter de sortir de ça, puis ça implique une part de liberté, d'improvisation, de tâtonnement, puis être un peu moins anxiogène que ce qu'on entend en ce moment. Je suis d'accord qu'on ne peut pas tout prévoir à l'avance parce que la pandémie, ça change tellement vite. En fait, moi, je pense pas que le gouvernement Legault aurait pu planifier tout au mois de mai. La situation a trop évolué depuis. On avait confiance qu'on allait quand même davantage s'en sortir pour cet automne. Ceci dit, quand même, depuis le 1er juillet, je dirais peut-être depuis la mi-juillet, on a quand même une bonne idée de ce qui s'en venait juste en regardant ailleurs aux États-Unis, en Europe. Je veux dire, si on se fie depuis le début de la pandémie, c'est là-bas que ça se passe avant d'arriver ici. Il y a un délai d'environ 1 mois. Là, on pouvait quand même se mettre en branle un peu plus tôt. Donc, je peux comprendre qu'on veut savoir comment on s'enligne. Moi, je pense que quand même, vaut mieux être plus prudent que moins. Oui, le présentiel, je pense qu'on peut, mais bon, le masque, ben oui, portons-le. Puis en classe, ben là, si on est à notre table, comme au restaurant, ben on peut le retirer. Et moi, je serais d'accord qu'on aille encore plus loin, que ce soit ceux qui sont double vaccinés aussi. Mais comment on va gérer justement ceux qui ne le sont pas et qui vont être à distance? Comme Mme Scalabrini disait, est-ce que le prof peut gérer la personne en classe et la personne à distance? Ça devient un peu complexe. Alors tout ça est quand même... Il y a beaucoup de choses à prévoir. Marc-André, tu as vu aujourd'hui Montréal qui lève l'état d'urgence, donc les pouvoirs exceptionnels en vertu de la loi sur la santé publique que la Ville de Montréal avait vont être levés. Marc-André, est-ce qu'il n'est pas le temps, à tout le moins, de tenir un débat sur la pertinence des mesures d'urgence à Québec? Oui, tout à fait. Puis je veux dire, l'état d'urgence au gouvernement du Québec, là, je veux dire, cet été, comme tout le monde, là, je suis sûr que j'ai passé du temps chez moi au Lac-Saint-Jean. J'ai vu des gens que je n'avais pas vus depuis 12, 14, 15 mois. Je veux dire, l'état d'urgence n'est pas là. On ne sent plus. Il va falloir que les politiciens, puis je suis d'accord avec Mathieu, les politiciens se placent où est-ce qu'on en est présentement dans cette 4e vague-là, dans le contexte qu'on est
on est pour des bons chiffres au Québec, double vaccinés, adéquatement vaccinés. Et il va y avoir toujours un peu de cas. Ça va être quoi les conséquences sur les hospitalisations, sur les soins intensifs, sur les décès, sur notre réseau de la santé, qui était fragile cet été, même s'il n'y avait pas beaucoup de cas. Ici, on l'a vécu en Outaouais, l'hôpital de Gatineau, l'urgence était fermée. Donc, il va falloir aussi également qu'on arrive à un certain moment pour comment on est prêt à mettre ça en place, puis comment on est prêt à vivre dans ce contexte-là, puis c'est quoi un peu la fin, la sortie de crise, mais l'étude d'urgence en place présentement, de le garder à Québec, je pense que ça n'a plus sa place, et c'est sûr que là, Mme Plante, elle vient de mettre la pression sur M. Legault en ouvrant le bal, en mettant la fin de l'étude d'urgence à Montréal. Mathieu? Mais je pense qu'il y a une chose qu'on doit confesser à tout le monde, moi je le confesse. Depuis que je suis double vacciné, et puis là, les semaines sont passées, je ne vis plus, comme on a pu le vivre au début, dans la crise, l'angoisse, la peur d'attraper le virus. C'est-à-dire que, et je pense qu'on est très, très, très nombreux à vivre dans un grand écart en ce moment entre le discours anxiogène des autorités et le fait que, moi je crois, le fermule n'est pas le bon terme, mais j'adhère au vaccin, le vaccin est une bonne chose, donc je tire les conséquences dans ma propre vie du vaccin. Et je pense que des millions de Québécois font ça en ce moment. Donc trouver le juste écart entre le discours gouvernemental qui en ce moment est décollé de la réalité, et puis les opposants résiduels au vaccin, il doit avoir une manière de gérer ça, non plus sous le signe de l'urgence permanente psychologique, mais d'un sain pragmatisme, piloter la sortie de la pandémie, tout en sachant qu'il peut toujours avoir des surprises désagréables. Je pense qu'il faut connecter avec la psychologie des Québécois par rapport à ça, qu'ils ne sont plus dans ce sentiment qu'ils peuvent à chaque moment choper le virus et y passer. Véronique, je ne sais pas si elle nous entend. Moi, je ne vous entends plus. Parfait. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais... C'est qu'elle est d'accord avec moi. Proposition, on va s'en aller. Ça serait la deuxième fois en une heure quand même. Ne bougez pas, on va rétablir la communication avec Québec. Et au retour, on va se parler du match Coderre-Plante. Dans un instant, à la joute. Le Parti libéral du Québec a lancé toute une discussion en élargissant la vaccination obligatoire aux gens du réseau des services de garde, d'éducation, l'ensemble des employés du secteur public. La chef Dominique Anglade qui défend sa position. Je vous en parle au TVA 17h. Premier jour, mes vêtements repassés. Mon nom, je m'en souviens. Mes crayons, là où ils doivent être. OK, allons nous faire des amis. La rentrée est de retour chez Amazon. On peut passer des petits parties aux moyens parties. C'est comme dans un film d'horreur. Nous devons tenir bon encore quelques semaines. Il va falloir faire des choix. L'été commence, il va bien. Dans tout ce qu'on vit, on est tous dans le même bateau. Ça nous prend non seulement des nouvelles fiables, mais des gens fiables qui sont avec nous, qui vivent les mêmes choses que nous. On a besoin de personnes qui sont présentes, qui nous appuient. Parce qu'au final, on est tous ensemble, à vos côtés. Dans tout ce qu'on vit, on est tous dans le même bateau. Ça nous prend non seulement des nouvelles fiables, mais des gens fiables, qui sont avec nous, qui vivent les mêmes choses que nous. On a besoin de personnes qui sont présentes, qui nous appuient. Parce qu'au final, on est tous ensemble, à vos côtés. Ne partez plus jamais sans être alerté. L'application TVA Nouvelles. Des alertes en tout temps pour ne rien manquer. Êtes-vous du genre à toujours tout remarquer?
Comme lorsque votre épouse porte une toute nouvelle robe? OK. C'est en portant attention aux petits détails que vous réussirez à June's Journey. Trouver un indice caché peut révéler une histoire incroyable de jalousie, de trahison et de meurtre. Il suffit d'ouvrir l'œil et il est parti. June's Journey. Téléchargez le jeu gratuitement. Cet automne, j'animerai Chanteur masqué. Je serai accompagné de 5 juges enquêteurs. Anouk Meunier, Véronique Dicker, Sam Breton, Stéphane Rousseau et Marc Dupré. Quelle personnalité québécoise se cache sous les masques? Cet automne, c'est ici, Chanteur masqué. Présenté par Tendoflex d'Adrien Gagnon et Little Bites. Mia? Mia! Mia est pas dans la maison. Son lit est même pas défait. Go! Police! Bouge pas! On dirait que ça servait. Attacher quelqu'un. Alerte. Nouvelle saison lundi 21h, dès le 13 septembre. Une présentation de Tendoflex d'Adrien Gagnon. Ici Sophie Thibault. Vous regardez LCN. Parlons de la campagne à Montréal. Ça joue dur certains jours, ça joue serré d'autres également. Vous avez vu, Véronique, j'aimerais t'entendre là-dessus, la publicité de Valérie Plante. On se rappellera, sa publicité tellement audacieuse il y a 4 ans, là, quand elle se présentait « Je suis l'homme de la situation ». Tu te souviens de ça? Ça avait comme changé la donne, ça avait changé le cours de la campagne. Alors donc, il tente un coup d'audace encore aujourd'hui sur Projet Montréal. On va voir ça également. Mais là, cette fois-ci, regardez ça, là, Montréal, la meilleure pour la reprise économique au pays. C'est pas une bonne raison de sourire, ça. On mise sur le sourire de Valérie Plante. Est-ce que c'est une bonne carte à jouer, d'après toi, Véronique? Bien, je dis pas que c'est une mauvaise carte, le sourire. Là, on aime le positif quand même en politique, mais je me serais attendue avec un sourire plus éclatant si on avait misé sur le sourire. Et je sais pas, moi, ça me frappe moins que la dernière publicité qu'elle avait eue. Puis j'ai tendance à dire que là, peut-être que comme elle a été mairesse de Montréal, elle l'est toujours en ce moment, mais la publicité, c'est plus difficile. Hein? C'est les décisions qu'elle prend maintenant. C'est ça qui va, comme la décision qu'elle a prise avec Will Prosper aussi. Alors, je pense que c'est plus ça qui va jouer dans sa campagne que cette publicité-là, qui, pour moi, me laisse assez froid. Marc-André, parce que c'est clair, bon, tu sais, il y a dans l'air bien des choses qui vont mal. Il y a le style Coder également. J'ai l'impression que du côté de Projet Montréal, enfin, j'ai l'impression, c'est clair qu'ils veulent être en contrepoint de M. Coder et de son style plus refermé, en quelque sorte. T'en dis quoi, toi, Marc-André? Oui, effectivement, en politique, tu veux toujours faire un contraste avec ton adversaire. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. C'est sûr, c'est beaucoup moins habile que l'homme de la situation. Là, ça frappait beaucoup. Puis les derniers jours ont été difficiles pour Mme Plante. Là. C'est comme si on essayait, comme un peu le rusher pour mettre une pub, là, pour qu'on parle un peu d'autre chose que M. Prosper. Moi, c'est l'impression que ça me donne un petit peu. Là. C'est pas leur meilleure publicité. Puis si c'est ça, sa seule publicité avant le 7 novembre, j'imagine que non. Je peux dire, c'est pas là qu'elle va marquer des coups. Là. Ça va pas capter l'imaginaire des électeurs à Montréal, ça, c'est sûr et certain. Mathieu, tu as vu Denis Coderre recruter Jean Héroldi aujourd'hui, styliste, homme de la mode, artiste également. Est-ce que c'est une bonne prise pour lui, ça? Ah ben oui, je pense que non seulement c'est une bonne prise, mais c'est une bonne prise au bon moment. C'est-à-dire alors que Projet Montréal, Mme Plante ne parvient pas à sortir de l'affaire Prosper, qui est gérée de manière catastrophique, de l'autre côté, on voit Denis Coderre amener des candidatures de talent, des candidatures de qualité. Alors, on peut avoir ses réserves sur Denis Coderre, on peut critiquer son style, tout ça, mais la réponse de Denis Coderre au dérapage Will Prosper, qu'est-ce que c'est avec l'ode à Will Prosper qu'on a vu aujourd'hui, une espèce de ode étrange, le poème, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est des candidatures économiques, des candidatures assez crédibles, en fait. Tout ce qu'il faut, cela dit, c'est que M. Coderre ne devienne pas dans tout ça ce que je redoute, le candidat des promoteurs. Parce qu'on a vu la question des tours qu'il veut construire, qui dépasserait le Mont-Royal. Est-ce qu'on veut vraiment que Montréal devienne un petit Toronto? Donc, ça doit pas être le parti des promoteurs contre le parti gnangnan, gauche gnangnan un peu, qui peut être quelquefois Projet Montréal.
il doit avoir quelque chose d'autre qu'une logique de promoteur et de banlieue chez Denis Coderre. On l'attend encore, mais les candidatures qu'il a données, ça montre qu'il y a véritablement des gens qui sont capables de qualité, qui se rallient à sa candidature. Ouais. Donc, il y a une prochaine étape qui peut se jouer. En même temps, à la dernière campagne, celui qui a battu Denis Coderre, selon certains, c'est Denis Coderre lui-même. Est-ce qu'on est encore loin, Marc-André, encore loin de ce danger-là pour ce candidat? Ah, c'est certain. M. Coderre est son pire ennemi, hein. Puis je pense que ça, il le sait. Puis il y avait eu des ratés au début, l'histoire des parcs, puis l'alcool, puis son équipe y a parlé, puis il était capable de marcher sur la peinture. Ça, il le sait. L'affaire du ticket, là. Tu sais, l'affaire du téléphone cellulaire, là. Exactement. Oui, bien c'est ça aussi, là, son socle, là, qu'il y avait son socle qui a tombé. Là, fait que j'espère qu'il s'est acheté un bon socle là, jusqu'au 7 novembre. Mais c'est intéressant de le voir avec des personnalités. Puis moi, ce que je remarque, c'est l'élection municipale à Montréal ou même à Québec. On voit Paul-Christian Lelaine, l'ancien bras droit de M. Labaume, qui va se présenter avec la nouvelle candidate du parti du maire Labaume. Les vedettes sont du côté du municipal et très peu du côté fédéral. Hein. On a vu Dominique Vien du côté de Bellechasse, Pascal Saint-Onge avec les libéraux de la fédération là, du syndicat des communications, mais les vedettes sont manquantes lors de cette fédérale-là. Et vraiment, là, au municipal, là, il y a quand même un recrutement assez intense qui se fait. Puis j'espère pour M. Coderre, et ils ont dû le faire, le projet, l'équipe de M. Coderre, vraiment d'étudier l'ensemble des candidatures, des CV, de passer ça au peigne fin. Puis êtes-vous certain là, que vous m'avez tout dit sur votre passé? Parce que là, tu veux pas avoir là, une histoire comme Will Prosper, là, comme la semaine passée. Fait que même si c'est un Jean Héroldi ou un M. Ménard également, Réal Ménard, c'est... OK, t'as pas de squelette, là, tu fermes la porte, là, c'est l'heure de tout, de la confesse. Là. Puis ça, j'imagine qu'ils l'ont fait parce que l'équipe de Mme Plante, c'est sûr, sont sur Internet, puis sont en train de regarder dans les palais de justice, puis à gauche et à droite pour trouver, là, trouver de la viande, là, parce que pour contre-attaquer. Rapidement, Véronique, toi qui as été nommée ministre à un certain moment, il n'y a pas personne qui t'a posé ultimement la question... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir? C'est posé à tout le monde, mais une fois que tu deviens... Quand je me suis présentée comme députée, on m'a posé la question et on a fait une grosse enquête sur moi, et c'est parfait. Et une fois que je suis devenue ministre, on a fait une autre enquête encore plus poussée, et ça se fait pour tous les membres du Conseil des ministres. Il faut croire que ce n'est pas parfait comme processus. Véronique, Mathieu, Marc-André, merci d'avoir brisé la glace pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous à 19h. À tout de suite.